Quand j'ai vu un petit peu les joueurs qui allaient rester, les Franck Sauzet, les Stéphane Paille, Eric Lada, Fabrice Henry, ils ont récupéré les deux Yougos, Hadžibešić et Bazarevic, mais j'ai passé la plus belle année de ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Il a fait partie de l'invincible série du sélectionneur Platini avec les Bleus lors des éliminatoires de l'Euro 92. Il fut l'un des joyaux de la période dorée du FC Sochaux. Il a écrit la seule ligne du palmarès de la sélection Espoir avec un championnat d'Europe, sous la houlette du regretté Marc Bourrier. En Bourgogne, terre de grands vins, il bonifie la GIA, glanant une Coupe de France et un championnat de France avec Giroud. Élégant, racé, offensif avec plus de 50 buts, inscrit en tant que défenseur central, notre légende aujourd'hui, avec 11 sélections en espoir et tout autant chez Léa, celui que ses camarades du centre de formation appelé Doc, C'est Franck Sylvestre, bien entendu. Franck, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du podcast des légendes. Je vois que nous ne sommes pas en égalité, en tout cas sur le temps, puisque c'est déjà l'hiver à Paris, alors Eh, que j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, on est sur des autres conditions climatiques. En tout cas, bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a une différence de température entre la Guadeloupe et chez vous. Donc c'est pour ça que mettre un t-shirt chez moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce qu'il fait ouais, 33 à 34 degrés. Donc désolé, mais j'étais obligé de me mettre torse nu. je pense que les auditrices vont apprécier. Hein. Il y en a quelques-unes, elles vont adorer cet épisode. Alors Franck, merci de t'être joint à nous depuis la Guadeloupe. Comment est venue pour toi la passion du foot ? Bah, j'ai commencé déjà depuis tout petit et mon père jouait au foot à l'époque. Donc depuis tout petit, j'ai traversé un peu les stades et je me suis inscrit dans le premier club qui s'appelle le CM Bourget à l'âge de 8-9 ans, où j'ai fait toute mon épopée minime, cadet, junior, équipe de France Espoir, équipe olympique, équipe de France A. Et j'ai atterri au FC Sochaux à partir de, j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'ai fait toute ma formation au FC Sochaux. Mais c'était de famille en famille, le football. Et quand tu as 8-9 ans, t'es déjà très fort ou ça a mis du temps avant de voir tes capacités en football? Non, j'avais déjà des grosses qualités par rapport aux autres parce que j'étais pratiquement surclassé, même j'avais déjà un double surclassement. Donc, par contre, je jouais à un poste qui n'était pas celui où j'ai fait ma carrière. J'étais plus en numéro 10. Donc, mais petit à petit, on m'a reculé. Et j'ai fait ma progression comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de minime, j'étais sélectionné à l'équipe de France où on m'a mis capitaine et j'avais un an de moins que les autres. Donc, Déjà. j'avais déjà un avantage un petit peu sur certains joueurs. C'était quoi les grosses qualités de Franck Sylvestre quand il avait 10-12 ans? Bah, j'étais plutôt quelqu'un de très technique. J'avais une technique très importante. Que pied droit, pas pied gauche, malheureusement. J'ai dû un peu le travailler après, mais c'était vraiment le pied droit. Et la grosse qualité que j'avais, c'était surtout mon jeu de tête, quoi. J'avais une détente déjà à cet âge-là qui était. Bon, je suis pas grand, hein, je fais 1m80, mais j'avais un timing qui était impressionnant, quoi. Et tu parlais du rôle de la famille, de ton papa. Est-ce que c'était un peu un passage obligé pour toi de faire du foot ? Pas spécialement, mais même quand j'étais à l'école, ma seule option, c'était de faire des boules en papier et puis jouer au foot. Donc c'était très compliqué pour moi de pas faire du football. Ça a vraiment été une passion depuis le début. Et cette passion du foot, là, quand tu as à peu près entre 8 et 13 ans, donc c'est-à-dire avant d'être au centre de formation de Sochaux, elle est bien entendu en club, mais est-ce que tu joues aussi dans la rue avec des copains? Comment ça se passe? Alors c'est simple, c'est que à chaque fois quand je rentrais de l'école, ma mère me demandait si j'avais des devoirs et j'ai dit non maman, il n'y a pas de devoirs et on a les interclasses. Et il n'y avait pas d'interclasse, c'était pour partir aller jouer au foot avec mes copains. Donc elle le savait après parce que les devoirs n'étaient pas faits et j'avais vraiment des remontrances de mes professeurs. De mes- Donc c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que partout où je pouvais aller jouer au football, j'y allais, quoi. Et est-ce que tu étais dans l'équipe de l'école, ça te permettait d'un petit peu de contrebalancer le manque d'assiduité au niveau des devoirs ?
Non, pas spécialement, mais disons que même dans la cour en récréation ou même en études, pour moi le plus important c'était de faire vite mes devoirs qui étaient bâclés pour aller jouer au foot quoi. Et donc, C'était t'avais pas de plan B, en gros, si la carrière de footballeur s'était pas bien déroulée. c'était mon option numéro un et je me suis toujours dit que même petit à la naissance, ma marraine m'avait fait un petit papier en disant que j'allais être footballeur professionnel. Et pourtant je venais que de naître, hein. Ah, waouh. À 10 ans, c'est ça ton projet, quoi. Ton projet, c'est d'être footballeur professionnel? Oui, bon, en plus à l'époque, le joueur professionnel, c'est pas joueur professionnel comme maintenant, hein. Ouais. Donc Oui. totalement différent. Et je me suis vraiment posé la question et dit je serai joueur professionnel quand je suis parti à Sochaux à l'âge de 14 ans. Parce que je suis parti à Sochaux à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé avec des joueurs qui avaient 16 ans et ils avaient des sorties, mais moi j'avais pas de sortie. Donc des fois je me retrouvais tout seul dans le centre de formation, Wow. dans un château. Et là je me suis dit bon, tu fais des sacrifices mon gars, mais tu vas aller avoir ton contrat pro, tu vas aller le chercher. Voilà ce qui À 13 ans, tu étais demandé par tout le monde. Tu tout étais le monde. vraiment le futur. Alors, je sais que tu jouais numéro 10, mais apparemment, tu as été rapidement considéré peut-être un peu par paresse journalistique comme le futur Marius Trésor. Mais pourquoi tu choisis Sochaux? Alors, effectivement, il y avait un bon centre de formation, mais j'imagine quand même à l'époque, il y avait d'autres destinations un peu plus sexy. Alors j'avais plusieurs. C'est vrai que j'avais pratiquement tous les clubs de France, mais pour la bonne raison, c'est que à Sochaux, les professeurs se déplaçaient au centre de formation. C'est-à-dire que je n'allais pas prendre ma mobilette pour aller à l'école. Et mes parents, il était hors de question que je prenne une mobilette. D'accord. Voilà. Donc mes parents ont eu des propositions financières des clubs pour que j'aille là-bas, mais ils ont tout refusé. Ils ont tout refusé. Ils ont dit, moi, mon fils, c'est le football, mais il y a l'école aussi. Et pourtant, l'école, j'étais pas un foudre de guerre, hein. Mais, mais la sécurité de dire que un professeur vient faire les cours au centre de formation à son fils, c'est ce qui a fait la différence. Et puis bon, à l'époque, le centre de formation de Sochaux était très reconnu Ouais, parce bien qu'ils sûr. ils ont sorti quand même des sacrés joueurs. Donc c'était soit Sochaux, c'était soit Nantes, c'était soit Saint-Étienne ou soit Auxerre. Le problème d'Auxerre, c'est qu'Auxerre, ils n'avaient pas encore un centre de formation. Ouais. Et quand on a eu la discussion avec Giroud, les parents nous ont dit comme quoi que c'était pas possible qu'il aille chez l'habitant et puis qu'il prenne la mobilette pour aller à... D'ailleurs, on l'a vu par la suite avec Basile Boli, avec sa mobilette, hein. Donc voilà pourquoi on a choisi Sochaux. D'accord. Et alors, quelles sont tes premières impressions quand tu arrives à Sochaux? Donc, tu es du Bourget, donc région parisienne. Tu te retrouves à Sochaux, climat quand même un peu Ah rude oui, pendant l'hiver. Comment se passent les premiers mois? Donc, tu disais toi-même, tu es plus jeune de 2 ans quasiment par rapport aux ouais, autres. ouais, ouais. Donc, il y a Compliqué. des moments où tu as envie d'abandonner? Non, non, pas abandonné, mais ouais, beaucoup de coups de cafard quoi de temps en temps. Bon, mes parents étaient sur la région parisienne, il y avait 600 kilomètres, mais Ouais. ils venaient une fois par mois sur Sochaux, surtout au début, donc de 14 à 16, 17 ans. Et puis après, bon, je me suis fait, mais bon, faut savoir que quand t'as un jeune de 14 ans, on va dans un centre de formation, il n'y a pas de copain, il y a pas, c'est la guerre, quoi. Ouais. Mmh. C'est celui qui va passer ou qui va pas passer. Donc, voilà, faut avoir du caractère et puis avancer, quoi. Mais j'avais quand même, j'arrive, alors je vais pas dire que j'arrivais quand même au centre de formation avec l'étiquette de star, mais Mmh. j'arrivais quand même avec une étiquette où il fallait vraiment quand même qu'on me protège, quoi. Donc Ouais. j'avais des gens vraiment à côté de moi et au club qui étaient vraiment là ouais, à n'importe quel moment. Et ça D'accord. ça m'a beaucoup aidé aussi. Quand on a eu Yannick Stopira, c'était un de nos tout premiers invités sur le podcast qui, comme tu le sais, alors je sais pas si vous êtes croisés, puisqu'il est peut-être Si deux si trois si ans avant si, toi. j'ai joué contre lui parce qu'on faisait des matchs contre l'équipe pro et l'équipe réserve. Et moi que j'avais quoi 16 ans, 15 16 ans. Et on m'avait fait monter avec l'équipe réserve. Et là, j'étais passé donc stopper et j'étais au marquage de Yannick Stopira. Donc, je Bon me rappelle courage. très bien. Ouais. Yannick, qu'on soit jeune ou qu'on soit pas jeune, voilà, c'est un match, c'est un match, quoi. Et c'est vrai que bon, mais on est resté en bon rapport, mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis dans le football, il y a pas de copains, quoi. Ouais, c'est ça. Donc lui disait justement que il y avait pas une grosse bienveillance de la part des anciens, par exemple. C'est-à-dire qu'il nous raconte que
son tout premier match, il est surclassé parce qu'il manque un joueur. Les joueurs le font attendre dehors parce que je crois que c'était des hangars. Alors peut-être qu'à ton époque, ils avaient un peu amélioré les. Ouais, mais c'était le hangar aussi. Hein. D'accord, les hangars, ils le font attendre dans le froid. Et puis Ouais. ensuite, ils disent mets ton sac là. Le sac est dans la douche. Du coup, son sac est trempé. Et ça, paradoxalement, ça a vraiment allumé le feu en lui et ça lui a permis de faire un match extraordinaire qui a un peu bouleversé le cours de sa carrière. Bah, disons que. Ouais. Comment ça se passe avec les anciens? Non, c'est sûr que c'était compliqué. Bon, déjà que on arrive, on est jeune, donc évidemment les jeunes, ça veut dire bah, tu vas porter les buts. Moi, j'allais cirer les pompes des pros. Maintenant, on peut pas demander à un jeune de 17, 18 ans d'aller cirer les pompes des pros. Bon, il y a des mecs qui font ça pour lui, qui l'a ramené de son entourage, je pense. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que bon, on n'est pas. Le problème, c'est que vous arrivez jeune et quand vous avez des qualités, les anciens se disent, mais lui, il va venir, mais il va me prendre ma place. Donc, ça veut dire que, évidemment, il va pas vous faire de cadeaux. Après, c'est du donnant-donnant, c'est du répondant en répondant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, je dis que ça permet de se forger un caractère et, c'est ce qui permet d'avancer, tout compte fait. Alors, c'est sûr que des fois, c'est pas facile parce que, et encore, la différence entre Yannick et Franck Sylvestre, c'est que Yannick, il est blanc et puis Franck Sylvestre, il est noir. C'est beaucoup plus compliqué et c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors justement, tu dis dans un des articles que j'ai pu déterrer que je sais plus si c'est ta maman ou ta marraine ou quelqu'un qui te dit, toi, tu vas devoir travailler 2 fois plus parce que tu es noir. Ouais, c'est mon père qui m'a toujours dit ça. Il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, toi, si tu es au même niveau qu'un blanc, tu passeras pas. C'est comme ça. Et il a fallu toujours redoubler de travail justement pour y arriver. Et moi, j'ai des enfants, je leur ai dit pareil. Même à notre époque maintenant, dans le travail, dans tout ce que tu fais, si tu es au même niveau qu'un blanc, bah tu passeras pas. Tu es obligé de travailler plus que lui. Et c'est comme ça. On a vu Olivier Dacour qui nous racontait un petit peu comment les autres joueurs l'appelaient en alsacien Schwarzkopf, qui veut dire tête noire. Donc, tu as été victime d'un racisme ordinaire ou c'était plutôt sous-jacent? Mais le racisme, pratiquement dans tous les matchs, j'en ai eu. Pratiquement dans tous les matchs. Alors, je parle pas spécialement en France, mais quand j'ai contre des équipes étrangères, sale noir, négro, t'es un singe, machin. Mais ça faisait partie du boulot, ça faisait partie du taf pour déstabiliser l'adversaire. Et même en France, quand je jouais contre des équipes, ça s'est toujours passé. Mais on n'en faisait pas tout un plat, c'était comme ça. Il y a pas, moi, je suis pas choqué pour ça. Hein. Alors justement, moi, personnellement, ça me choque. J'imagine que quand tu es défenseur, tu vas dire des trucs horribles aux joueurs adverses. Mais à la fin du match, est-ce que c'est un peu comme une pièce de théâtre? Vous avez joué un rôle, le mec a joué le rôle du raciste pour te faire sortir de ton match, toi tu as joué le rôle du je sais pas quoi, ou après vous êtes copains-copains, ou est-ce que ça laisse des séquelles? Non, il y en a, c'est après, c'est parce que c'est dans le jeu. Et puis après le match, eh ben, c'est possible que tu vas boire un verre avec le gars. Mais il y en a, c'est pas, non, il y en a, ils vont te dire des choses, toi tu vas répondre. Mais et puis le pire, c'est que les joueurs qui te disent ça, ça veut dire que c'est des joueurs que tu vas jouer plusieurs fois contre ces personnes-là. Tu peux même voir en équipe de France après, quoi. Et que tu peux même voir en équipe de France après. Donc c'est vrai que des fois après c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, moi franchement, ça m'a jamais choqué et non, franchement, moi non, ça m'a pas choqué, ça m'a pas choqué. Je me permets, je continue un peu le sujet parce que c'est un sujet qui nous fascine, peut-être de manière un peu morbide, Guillaume et moi, et on a l'impression qu'il y a eu quand même une petite amélioration à ce niveau-là. Moi, je me souviens, donc je suis de Strasbourg, je me souviens que le public faisait des cris de singe quand l'équipe adverse avait des noirs, sachant qu'il y avait aussi des noirs dans l'équipe strasbourgeoise. Donc, j'ai jamais compris cette espèce de schizophrénie de dire, bon bref. Mais maintenant, tu penses que la situation s'est un petit peu améliorée ou les gens sont plus blasés à ce niveau-là? Ça s'est amélioré au niveau des joueurs. Parce que je pense que les joueurs peut-être se respectent beaucoup plus. Et puis, il y a moins de... Alors, tu peux dire à un joueur, t'es un con, t'es un machin. Mais je vois pas maintenant dire à un joueur, sale noir, sale négro. Moi, personnellement, à notre époque maintenant, je ne vois pas ça. Après, dans les tribunes, c'est que des abrutis qui font ça. Ouais. Donc, moi, je préfère que ce soit dans les tribunes, que ce soit vraiment des joueurs qui font le même métier et qui s'insultent. Et puis qui soient racistes. C'est surtout ça. Mais avant, c'était plus pour déstabiliser l'adversaire. Même si le mec il pensait pas ça, c'était juste pour déstabiliser. D'accord. Voilà.
Et tu t'es déjà retrouvé dans une baston avec un joueur à cause de ça, ou à chaque fois, toi, ça te glissait dessus Non, ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. Parce que bon, t'es dans le match, puis moi, je tenais pas ma langue au chat, donc, Hmm. moi, plus il y avait de combats, plus il y avait de bagarres, plus j'étais content. Hmm. D'accord. Parce que c'était mon dada. Mais bon, moi, j'ai déjà lancé la mèche, hein, pour qu'on puisse parce que moi, du fait que j'étais défenseur, je voulais quand même aussi déstabiliser mon attaquant. Ouais. Donc, je pouvais lui dire des trucs, peut-être un peu plus qu'il allait même le toucher, lui parler de sa mère, de son père, D'accord. et le mec, il me disait, ouais, mais toi, t'as un négro, t'as un noir, machin. Et puis voilà. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Mais D'accord. maintenant, il y a plus ça. C'est fini. Ouais. Et c'est quoi justement ta technique de déstabilisation préférée? Physique ou verbale? Ah non, moi, c'était le premier contact. Premier contact, ça. Genre petite béquille D'accord. derrière la cuisse. Le premier contact, c'était, moi, ça volait. Moi. Ah, ça volait. Ah ouais. Ah, de suite, fallait se faire sentir à l'attaquant aujourd'hui, il y a rien pour toi, mon gars. Il y a rien Ouais. pour toi. C'était ça. Après, au niveau des Hmm. paroles, non, c'était pas non plus trop mon truc. Mais ouais, niveau physique, ouais, ouais. Ah ouais, Tout ouais. de suite. Mais Ah alors, ouais, ouais. comment tu doses le truc? C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Comment tu doses le premier contact pour lui faire peur, mais en même temps pour pas le blesser? Parce que mais j'imagine le but, ça a quand même jamais été de blesser le joueur adverse. J'ai jamais blessé quelqu'un. Ça, pour moi, c'est une fierté. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je ne pourrais pas jouer. Bah non, mais Ouais, tu tiendrais toute ta pour un match sur génération trois, quoi. et la Un match génération sur trois. d'avant Un tiendrait match 12 sur trois. minutes, quoi. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu peux plus jouer. Ouais, Dès que tu fais un tacle à peu appuyé, c'est sifflé. Mais ouais, moi, après, j'ai essayé alors même c'est pas spécialement un tacle, mais avant sur les corners. Et Hmm. sur les corners, tu te mettais des pains dans la tête. c'était le bon temps, hein. Ah ouais, c'était génial. Ouais. Donc Ouais, c'est un non, autre. moi, ces premiers contacts, bon, évidemment. En plus, bon, la plupart des attaquants que j'ai rencontrés, c'était des joueurs que je côtoyais quand même fréquemment, les locaux, les Papin, les Cantona, les Stéphane Hmm. Paille, tout ça, tous ces joueurs-là, mais ils savaient que bon, je pense qu'ils savaient que vous n'allez pas passer une bonne journée, quoi. Et justement, nous, on a eu quand même pas mal et d'attaquants et de défenseurs de ton époque ou un peu avant qui regardent les matchs d'aujourd'hui. Tu as les attaquants qui regardent en disant, ah, dis donc, les attaquants de maintenant, à notre époque, c'était sévèrement plus compliqué de marquer un but, c'était sévèrement plus compliqué de faire des appels, des choses comme ça, en disant, franchement, ils sont bien gâtés par rapport à ce qu'on avait. Et les défenseurs qui disent, mais tous les défenseurs de ton époque un peu physiques disent, mais on serait jamais resté très longtemps sur un terrain. Hein. Il y aurait Ah des non, non, cartons non. rouges qui volent à tout va, quoi. Ah ouais, non, non. Moi, quand je vois maintenant le jeu de maintenant, mais on peut pas jouer. Les Dimeco, les Basile Boli, les Moser, Mm. les Casoni, moi, là, à cette époque-là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas jouer. Mm. On peut pas. On peut pas. Et les attaquants, maintenant, ils peuvent beaucoup plus s'exprimer parce qu'il y a moins de contact physique. Ouais, et puis la qualité Voilà. des terrains est Et, incroyablement meilleure. exactement. Et puis même dans la préparation. Et allez, on avait un kiné, mais là, ils ont trois kinés. Tout a changé. Tout a changé. Ouais. Le football a évolué. Juste pour revenir un petit peu au centre de formation, puisque nous, on voit un petit peu ça comme koh c'est du darwinisme footballistique, vraiment la loi du plus fort. Est-ce que toi, comme tous ceux qu'on a interrogés, tu as pu remarquer que c'était pas toujours les meilleurs qui devenaient pros? Ouais. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est une bonne analyse. Parce que moi, j'ai vu des phénomènes à mon âge, à 17, 18 ans, et qui sont restés, sans progresser. Et pourquoi, d'après toi? Justement, je me pose la question. Peut-être que c'est mental. Peut-être que Ouais. ils avaient atteint vraiment leur niveau. Parce que tu peux avoir un niveau en étant jeune Mm. qui est au-dessus de la moyenne où vraiment on voit la différence. Mais après, après tu plafonnes et après tu as un échelon à passer en plus. Et cet échelon, ils l'ont pas passé. Et beaucoup de personnes l'ont pas passé pour la simple et bonne raison, c'est que mentalement, ils sont pas forts. Ouais. Ouais, ça revient souvent le mental. Bah, Et il y a aussi un truc qui revient, c'est de temps en temps, il y a une part de chance. C'est-à-dire hum, qu'il y a des joueurs qui prennent des opportunités alors que c'était pas prévu. Et un joueur blessé, ben, il rentre. Et là, ils font un truc de dingue. Ou
Et là, ça peut jouer sur aussi des petits détails. Et il y a le côté mental qui revient énormément sur le fait qu'il faut avoir un mental d'acier. C'est clair. C'est clair. Le mental, pour moi, c'est 80% de la réussite. Hein. D'accord. Après, t'as les qualités, évidemment, mais c'est 80% de réussite. Et comme tu dis, la chance. Parce que la chance, le problème, c'est que si tu tombes un entraîneur qui peut pas te saquer, eh ben, c'est très compliqué. Ça veut dire que tu vas jamais jouer et qu'il va jamais te donner ta chance. Et ça aussi. Donc, tout ça fait que c'est pas que sur la qualité du joueur, c'est sur aussi de savoir avec quel entraîneur, quel directeur de centre de formation, si tu peux, si t'aimes ou si t'aimes pas. Après, vraiment, si t'es au-dessus de vraiment au-dessus, ils peuvent pas faire autrement. Moi, j'ai vu des joueurs avec des grosses qualités. Le problème, c'est qu'ils ont pas eu la chance pour rejouer parce qu'il y avait un entraîneur, voilà, qui pouvait pas le voir. Ouais. Alors, un autre truc dont on parle assez souvent, et bon, alors si les auditeurs ça vous saoule, n'hésitez pas à nous contacter et nous le dire, mais c'est ce côté justement, tu t'en parlais de l'entraîneur, ce côté marche ou crève. Et moi, je me pose la question par rapport à l'évolution des mentalités, et de l'approche psychologique avec des jeunes joueurs. Je pense qu'à ton époque, c'était, voilà, on va être à la dure, quasiment militaire. Ceux qui s'accrochent, vous pourrez réussir, et puis les autres, vous êtes un peu plus faibles, foutez-moi le camp. Est-ce que toi, tu as aussi vu des joueurs qui, tu penses, auraient pu avoir des belles carrières si l'approche avait été un petit peu différente? Plus bienveillante. Ouais, bienveillante. Peut-être que oui, mais en général, tu parles que quand on est dans un centre de formation? Ouais, parce que par exemple, tu vois, je crois que c'était Joël Bat qui nous racontait qu'à un moment, l'entraîneur, je crois que c'est Tournier, lui dit, tu me fais pitié, mais de manière vraiment brutale. J'imagine pour lui piquer un peu son orgueil, mais quand tu vois ça un peu à froid, 20, 30 ans plus tard, ça fait quand même un peu peur par rapport aux approches de maintenant, quoi. Ça fait, voilà, exactement. Ça fait peur maintenant. Mais moi, j'ai eu Monsieur Tournier pendant 1 an. Oui. Et il m'a fait la misère. Ouais. Il m'a fait la misère. Moi, j'arrivais au bout de même pas 2 mois. Il m'a mis un bandeau sur la tête dans une salle et il m'a dit, maintenant, tu joues au foot. Et je me cognais partout. Sur les yeux. Ouais. Il m'a dit, maintenant, tu joues au foot. Pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'il me disait, t'es toujours la tête baissée quand tu joues. Mais lève la tête pour jouer. Il m'a dit, tu veux baisser la tête? Tiens, voilà. Maintenant, tu joues. Et je me cognais partout. Et puis, bon, des fois, c'était, mais t'es pas bon, t'as pas de pied gauche, t'es machin, mais tout compte fait, moi, après, ça dépend le caractère du. Alors toi, est-ce que du coup, t'es reconnaissant de ça? Parce que toi, j'ai l'impression que t'es à l'école à la dure, quoi. Donc, tu prends ça comme. Ah ouais, voilà. moi, je suis reconnaissant. Moi, je suis D'accord. reconnaissant parce que moi, ça m'a servi. Tout compte fait. Si t'as un entraîneur qui te dit rien et il commence pas à te rentrer dedans et qui commence pas pas à t'humilier, mais à te piquer, pour moi, c'est un entraîneur qui veut pas de ton bien. Pour moi, c'est un entraîneur qui veut pas de ton bien. Un entraîneur qui te dit ça, c'est parce qu'il sait que il a en face de lui quelqu'un qui a de la qualité et qui veut qu'il réussisse parce qu'il sait qu'il peut progresser à ce niveau-là. Pour moi, c'est ça. Donc, t'es un peu de l'école à la dure, quoi. C'est indéniable. Ouais, oui. Beaucoup. Et juste, pardon, j'avais pas posé la question et ça m'intéressait. Quand donc, tu pars à Sochaux, t'as donc donc c'est un peu le choix de tes parents sur un problème de sécurité. Toi, t'aurais préféré quel club si on t'avait Le problème, c'est que moi, quand j'ai eu les contacts, j'avais 13 ans et demi. Donc, mes parents, mais t'avais peut-être un club dont t'étais fan ou non, même pas. pas spécialement. À l'époque, c'était Saint-Étienne. Parce que c'était, comment il s'appelle? 80, c'est ça? Ouais, 81, c'était Garonner. Ouais. Qui était à l'époque, donc mes parents étaient allés. En plus, ils ils étaient voir le match. Ils avaient été invités à Paris, tout ça. Bon, moi, j'étais pas parce que j'étais petit. Mais, j'avais pas de préférence. Moi, du moment que j'avais quitté le cocon familial, pour moi, t'es parti, il faut réussir. Après, peu importe le club où, bon, j'avais visité quand même le FC Nantes, qui était très intéressant avec Monsieur Budzinski, qui était un centre de formation très bien. Mais on avait fait le tour un peu des centres de formation, et c'est vrai que pour Sochaux, pour moi, pour mes parents, c'était vraiment le choix qu'il fallait. Et puis bon, à l'arrivée, bon, ils ont eu raison puisque j'ai fait ma carrière. Ouais. Donc Sochaux, progression assez rapide, enfin en tout cas progression très très linéaire. Je crois que tu débutes en équipe première à 10 à 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le club marche pas mal, ensuite vous redescendez. Toi, tu es sélectionné en équipe junior, tu es avec Alain Roche, avec Galtier, il me semble. Avec Galtier, tout ça, ouais, exact.
Quels sont tes souvenirs de cette période où tu commences vraiment à confirmer? Parce que c'est difficile quand même, parce que toi, tu es sur les radars de tout le monde. Donc, je pense que tout le monde doit s'attendre à ce que tu trébuches, surtout dans ce Mm. milieu où c'est, comme tu disais toi-même, la loi du plus fort. Comment tu te souviens de cette période de confirmation? Bah, c'est une période où cette confirmation, c'est une période un petit peu compliquée parce que j'ai eu pas mal de petits pépins physiques. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu le cinquième métatarse qui a pété 4 fois. Waouh. Et donc, ils m'ont fait une greffe. Ils m'ont pris un bout de l'os iliaque pour me mettre justement au cinquième métatarse. Parce que chaque fois que j'étais plâtré pendant 8 semaines, je reprenais la course. Dès que j'accélérais, paf, ça repétait. Waouh. Donc, c'était ouais, pendant 4 fois, ça me l'a fait. Hein. Donc, Et t'as pratiquement, quel âge quand ça t'arrive, ça? bah, j'avais 18 ans. D'accord. Ah ouais, donc tu Ok. dois quand même un peu flipper J'ai pour le fait reste de ta carrière. ouais. Là, c'était une période un peu compliquée. Donc pratiquement pendant 8 mois, j'ai pas joué quoi. Ouais. Donc ça a été très compliqué pour moi. Et puis La greffe a marché, après, tu t'es jamais repété? plus jamais. J'ai jamais eu une élongation, jamais eu une déchirure. J'ai eu le ménisque, mais pas eu les croisés. Non. Et tu devais Franchement, mettre des semelles spéciales, trucs comme ça? ouais, j'avais des semelles orthopédiques pour jouer. Voilà. Wow. Et donc là, c'était un petit peu une période un petit peu délicate. Ouais. Et en plus, c'était la période où on est descendu, puisque moi, j'ai pas pu jouer le match de barrage contre Cannes. J'étais blessé. Et là, on est descendu. Donc, une fois qu'on est descendu, j'ai dit, hop, 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 comment on fait? Quand j'ai vu un petit peu les joueurs qui allaient rester, les Franck Sauzet, les Stéphane Paille, Eric Lada, Fabrice Henry, ils ont récupéré les deux Yougos, Adi Bejic et Bazarevic. Mais j'ai passé la plus belle année de ma vie. En deuxième Ouais. division, on a passé la plus belle année, la plus belle année. C'était magnifique. Et on a fait une super saison. En plus, on a eu le championnat d'Europe Espoir Ouais. qu'on a Ouais. gagné. Ah ouais, c'était en 88. Et Donc, la finale de Coupe de France. et la finale de Coupe de France qu'on a perdu au penalty. Donc, ça a été une super saison. L'année d'après, je suis resté à Sochaux. Et on a fait évidemment la coupe d'Europe qu'on a perdu contre la Fiorentina. Et on m'avait mis on m'avait fait monter d'un cran, un marquage individuel sur Roberto Baggio. Alors là, tu viens de passer quand même très rapidement sur comme une période dorée pour toi. 87-88, c'est une saison incroyable que tu fais. Mm. Et je crois que les gens qui connaissent pas le Sochaux de l'époque, qui sont peut-être un peu plus jeunes, ne se rendent pas compte. Alors c'est une équipe qui joue en deuxième division, hein, comme ça s'appelait à l'époque. C'est Mais ça. c'était une des meilleures équipes de France. C'était la meilleure. Ouais. On a battu tous les gros, même en Coupe de France, on a battu tous les gros. On avait une équipe pour être, j'ai pas dit pour être champion, mais pour finir dans les trois premiers ah ouais. Ouais, c'est ça. Vous terminez avec je sais plus combien de points d'avance On en avait Division 2. on avait 18 points d'avance et les victoires c'était 2 points, c'était pas 3 points. Ouais. Et on Ouais, a moi, je me perdu souviens. sur l'année, on a perdu un match. Et on a perdu le dernier match à Orléans. C'est tout. On a fait que ça. On a perdu un match. Et c'est quoi l'explication de cette équipe, de cette armada? C'est le collectif, c'est les individualités, c'est l'entraîneur? Comment t'expliques Bah effectivement, déjà c'était l'entraîneur Sylvester Takak ouais. qui était revenu. Ça c'était indéniable. Après tous les joueurs qui sont restés, c'est des joueurs que depuis l'âge de 15 ans on était ensemble au centre de formation. Donc on se connaissait par cœur. Et l'apport des deux Yougoslaves qu'ils ont changé la vie du FC Sochaux. Hein. On n'aurait jamais pu comprendre et faire. Moi, je pensais pas qu'on aurait pu avoir des joueurs aussi talentueux en deuxième division, Adi Bejic et Bazarevic. Non, vous aviez une équipe, Stéphane Paille, Sauzet, Gilles toi, Rousset, hein. Gilles Rousset, Ah ouais, Jean-Christophe Thomas, Jean-Christophe Thomas et les deux, et Farouk et Mécha, les deux. Farouk. Ah ouais. Ah, on avait vraiment une grosse équipe, hein. Très, très grosse équipe. Et sur le banc, Michael Madar, justement. Alors moi, c'est un des premiers matchs dont je me souviens. Enfin, je suis quand même relativement vieux, mais à la télé, il y avait quand même pas beaucoup de matchs qui passaient, et donc les finales de Coupe de France passaient, et donc je me souviens très bien du match Sochaux-Metz. Qui m'avait surpris parce que c'était deux équipes qui n'étaient pas considérées quand même comme des énormes stars. Et effectivement, vous perdez au tir au but. Je crois que c'est Michael Madar qui manque son dernier tout à fait. Tout à fait. Comment ça se passe justement parce qu'il a quoi, 17 ans, hein, Michael Madar? Comment vous gérez, comment tu te souviens ou pas de ce que vous avez fait avec Michael? Enfin, vous l'avez. Après c'était un peu compliqué pour lui mais c'est surtout avant qu'il tire son penalty qui est intéressant. Vas-y, pourquoi? Parce que avant qu'il tire son penalty,
j'ai Fabrice Henry. Non, alors il y a l'entraîneur qui dit qui veut tirer. Donc il y en a un qui dit ça, moi, et Michael Madar, il dit moi je veux tirer. Et il y a Fabrice Henry qui il dit Michael va pas tirer, tu vas le rater. Oh putain. Juste avant qu'il le tire. Juste avant qu'il le tire, va pas le tirer, tu vas le rater. Il a fait non, mais il a dit t'es sûr Mika, tu veux tirer? Ouais, je veux tirer. Voilà, il a tiré. Il y avait d'autres personnes qui Oui, avaient levé la main. oui, il y avait d'autres personnes, mais il voulait à tout prix le tirer. En plus, C'est Bollocks, hein. C'est Bollocks quand même. Ah ouais, c'était chaud. C'était chaud. Parce que maintenant, c'est peut-être l'entraîneur qui décide qui va tirer. Ou celui qui. Mais là, c'est vraiment les joueurs qui ont dit moi je tire. Et Michael, il a dit moi je tire. Et l'autre, il dit non, mais il va pas tirer, tu vas rater. Ah, j'ai dit bon, allez, c'est bon. Bon, Et toi, t'as après, levé la main ou pas? Toi, t'as levé la main pour non, j'ai pas levé la main. J'ai pas levé la main. Non, je me suis pas senti bon. Et puis bon, quand t'es jeune, je préfère que ce soit des joueurs d'expérience qui tirent. Ouais. Tu vois. Après, dans ma carrière, c'est moi, dans tous les clubs où je suis passé, c'est moi qui tirais les penalties. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, mais là, non. Et Mais tu après, regrettes ou bon, pas? non, je regrette pas parce que non, je regrette pas. Bah, je regrette d'avoir perdu son penalty, mais sinon, après, comme j'ai dit à Mika, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et en plus, le matin, à 5 heures du matin, on est reparti au Parc des Princes, sur la pelouse, parce qu'il y avait un journaliste qui voulait. Mais comment tu l'as tiré ton penalty? Il disait à Michael Madar. Il a été obligé de le refaire le lendemain. Il a été obligé il a été obligé de le refaire. Donc ouais, non, ça a été un peu compliqué pour lui. Bon, il a accepté. Ouais. Je me rappelle, il est habillé tout en blanc et tout. Bon. L'horreur. Ah ouais, c'est dur. Ceci dit, tu perds la Coupe de France, vous remontez en D1, mais tu as le championnat d'Europe. Ouais. Ce qui est incroyable quand même, c'est quoi? Ça fait 34, 36 ans plus tard, on n'a toujours pas gagné d'autres titres avec la sélection espoir. C'est quand même incroyable. Non. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et pourtant, nous, on est passé vraiment pas loin de perdre, hein, parce que je crois qu'on marque à la dernière minute contre la RDA. Si on marque pas, c'est, comment il s'appelle, c'est Pascal Despirou, là, sur un retourné acrobatique qui met, on fait 2-2, on se qualifie. Et puis après, on a enchaîné, hein. On les a tous tapés, hein. Angleterre, Italie. Angleterre, Italie, Grèce en finale, ouais. Et pourtant, ils avaient des joueurs. Il y avait Gascogne, il y avait comment il s'appelle, Wright, en Italie, il y avait Maldini, il y avait, non, ils avaient tous une grosse équipe, hein. Mais on était dans notre chaudron à Besançon et on avait l'impression que on avait la force, hein. J'ai envie de dire chaudron et Besançon, c'est rarement deux mots qui sont souvent dans la même phrase, hein, mais... Ouais, c'est vrai. Mais franchement, c'était une bonne épopée. Bah, écoute, quand tu vois la composition de l'équipe qui gagne 3-0 au match retour contre la Grèce, doublé de Sauzet, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu 10 dans l'équipe, qui est hyper rare. Hein. Et Bruno Martini dans les buts, que tu connaîtras bien sûr après. Jean-Luc Degon, Galtier, Bertrand Rezeau, Alain Roche, toi, Laurent Blanc, Vincent Guérin, Sauzet, Eric Lada, Stéphane Paille, Franck Passy et David Zitelli. Je crois qu'ils ont quasiment tous continué en A. Il me semble qu'ils ont tous eu au moins peut-être pas Bertrand Rezeau, tous eu une sélection en A après ça, ce qui est quand même ultra rare quand tu vois maintenant les espoirs d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est pour ça que on avait une équipe jeune, mais beaucoup mature. Même Laurent Blanc, je crois qu'il jouait même milieu de terrain, hein, il jouait pas derrière. Hein. Ouais, c'est à l'époque qu'il était milieu. Il jouait milieu de terrain, effectivement. Non, on avait formé un groupe et puis bon, on se sentait fort, quoi. Donc on avait l'impression que rien ne peut nous arriver. Hein. C'est quoi les gars purs dans l'équipe, justement? C'était qui les gars avec qui tu étais le plus proche dans cette équipe espoir? Bah évidemment, il y avait mes anciens Sochaliens, Eric Lada et Stéphane Paille. Après, mon pote c'était quand même Galtier parce que je le connais depuis l'âge de 14 ans. Il était en équipe de Méditerranée, j'étais en équipe de Paris. On a fait pratiquement toutes nos classes, minime, cadet, junior, espoir. On a fait pratiquement tout le temps, tout ensemble. D'accord. Franck Sauzet, évidemment, qui était à Sochaux aussi. Non, c'était vraiment un groupe. On s'entendait tous bien, quoi. Maintenant, quand tu penses à cette épopée, c'est quoi les images qui te restent en tête? Bah, c'est le match en Grèce où on se prend des barres de fer sur la tronche contre les supporters. C'était un truc
Un truc De de malade. fou. Ouais, c'est les Grecs. Hein. Ah ouais, on fait 0-0 là-bas. Bon, t'as le match en Angleterre où Canto, il nous a fait du Canto. Et puis contre l'Italie, parce que l'Italie, là-bas, on s'est fait chatouiller quand même. Là-bas, c'était entre Eric Lada, moi, Franck Passy, ça avait été un peu tendu. Ouais. Et puis tout compte fait, on gagne 2-1, je crois, à Nancy, et on fait 2-2 là-bas, et puis on se qualifie. Je pense que tous les matchs avec la sélection espoir, ils ont tous un petit quelque chose. D'accord. Ouais, franchement, ça. Et même moins la finale où c'est Franck Sauzet met 2 buts, moi je marque le troisième sur le match de l'Angleterre et le match contre l'Italie. Ouais, c'était chaud. Des matchs serrés, hein, à chaque fois. 2-1 Ah contre ouais, l'Italie, 2-2 au retour, 4-2 ouais, ouais, Angleterre, 2-2 au retour, 0-0 ouais, et 3-0 pour la Grèce. Donc ouais. quand même des beaux matchs bien Des beaux engagés. matchs, exactement. Et puis il n'y avait pas tellement d'écart entre les sections à l'époque, quoi. Et puis Non, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans les équipes A, donc c'était des non. compétitions très très denses. Et en plus, avant de se retrouver en A, on a fait pratiquement tous les A'. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. qu'il y avait les A' entre les espoirs et puis les A. Donc la plupart, on était tous en A', ouais, c'est vrai. Sochaux et toi, vous faites une super saison, tu gagnes l'Euro Espoir. Est-ce que tu as des propositions de d'autres clubs et pourquoi tu décides de rester à Sochaux? J'ai pas décidé de rester. C'est eux qui m'ont gardé. Moi, je voulais partir. Je voulais aller à Marseille avec Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Tu avec commences à avoir des clubs quand même qui ont beaucoup d'argent et qui aiment bien ce genre de profil. Donc, exactement. Donc en plus connaissant Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie, c'est quand même il est du Bourget d'où je viens. Donc il me connaît très bien. Donc moi il me veut, mais Sochaux m'a jamais laissé partir et c'est là où il prend Basile Bobby. Donc Sochaux me laisse pas partir. Et donc je reste. Alors c'était en quelle année ça? C'était en 9. 89. Ouais, c'est ça. Je reste à Sochaux et puis d'ailleurs je crois qu'il me reprolonge mon contrat Faut gagner un peu plus d'argent. pour gagner un petit peu plus d'argent. Mais franchement, si j'avais su, j'aurais pas prolongé pour Ah gagner. ouais, Bah pour gagner ce qu'il me donnait en plus pour signer 2 ans de plus. Franchement, à l'époque. Alors peut-être qu'à l'époque on va dire c'est bien, mais bon, j'aurais, rétrospectivement. ouais, C'était pas des salaires marseillais, ça c'est sûr. non, et puis c'était vraiment, ouais, c'était histoire de dire j'ai prolongé quoi. Ouais. Mais t'avais Voilà. un agent ou t'avais quelqu'un qui s'occupait de Ouais, toi ou non, c'était non, j'avais un agent qui s'occupait de moi qui s'appelait Frédéric Dobrage. Oui, Ah oui. l'agent aussi de Voilà, Corentin bah, Martins. il était au club hein, de toute manière il était au club de Sochaux j'ai joué avec lui moi. Ouais. Donc et puis après bon il est devenu agent et puis voilà j'avais prolongé avec lui. Mais ouais, j'ai prolongé pour prolonger quoi. Alors justement cette période après 88, donc Sochaux qui termine 2 fois 4e du championnat, vous continuez de bon parcours en Coupe de France, 16e de finale de Coupe de l'UEFA comme tu disais, vous perdez contre la Fiorentina Ouais, de Baggio, mais chaque année les meilleurs éléments qui partent, il y a une sorte de petit déclassement un peu doucement mais sûrement, Paille qui part, Sauzet qui part, Gilles Rousset qui part, toi tu es un peu le dernier des Ouais, Mohicans. c'est ça. C'est ça. Donc tu vois tout le monde partir et puis toi tout compte fait tu restes. Alors Mm. que tu es toujours à un niveau qui est quand même assez correct et que t'es en équipe de France et puis tout compte fait tu pars pas et au bout d'un moment tu te dis mais attends tu es en équipe de France, tu vois les mecs bah, lui gagne tant, lui gagne tant, lui gagne tant et au bout d'un moment bah j'ai pété les plombs, j'ai fait un article dans les journaux qui a pas plu à la direction Ouais. évidemment. Je me rappelle plus c'était quoi. J'ai dit ah non, je préfère rouler en 2 chevaux que non, je préfère rouler en 2 chevaux que de toucher c'est à l'époque en francs hein, Mm. que je touchais des 1000 francs ou un truc enfin en tous les cas ça avait pas plu au club mais surtout à la direction Peugeot quoi. Ouais, bien Ah sûr. bah oui. Voilà donc j'ai fait monter un peu la sauce voilà j'ai fait monter un peu la sauce et puis tout compte fait ils m'ont enlevé pendant 3-4 matchs ils m'ont pas fait jouer quoi. Alors pourquoi est-ce que toi tu crois que ils ont laissé partir d'autres peut-être qu'ils avaient un profil un peu plus offensif et que toi tu t'es retrouvé un peu au purgatoire. Alors peut-être pas au purgatoire, j'exagère, mais où ils t'ont pas laissé. Pourquoi ils t'ont gardé toi plutôt que les autres? C'était un élément tellement clé? Ou peut-être un élément clé et puis peut-être que au bout d'un moment j'ai pas tapé du poing sur la table et puis Ouais. ils ont profité un petit peu de ma gentillesse et puis Mm. puis voilà quoi
Et peut-être que à cette époque-là, j'avais peut-être l'agent J'étais qui trop non plus. fidèle à, Bah, trop bah fidèle à ce club. peut-être aussi. Et au bout d'un moment, voilà, tu défends les intérêts de ton joueur. Ouais. Tu défends pas les intérêts du club. 6 mois après la conclusion de cette très belle saison, tu t'es appelé pour la première fois en équipe de France. Mhm. C'est vraiment l'époque, en tout cas rétrospectivement, quand on y pense, c'est vraiment l'époque du marasme de l'équipe de France qui se qualifie pas pour l'Euro 88. Mhm. C'est le départ d'Henri Et il fait Michel pas après la pour, catastrophe il fait de. pas pour la Coupe du Monde, ouais, aussi. Ouais, mais alors toi, tu es appelé en 89, donc la France est encore aussi potentiellement qualifiable. Ouais, Je crois que c'est Platini qui t'appelle pour le match contre ouais, l'Irlande, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est Raconte-nous un ça. petit peu quand tu apprends ta première sélection. Bah, je l'apprends dans les journaux, dans l'équipe, 2 jours avant, que Ah oui. c'est susceptible de que Franck Sylvestre a une grosse photo en première page avec Baptiston. Retour de Baptiston et première sélection de Franck Sylvestre, une possibilité. Donc j'attends de savoir si c'est vérifié ou pas. Et tout compte fait, après le club m'appelle, il m'a dit tu es sélectionné en équipe de France. Donc pour moi évidemment c'était une grosse fierté. Et j'ai commencé ma première sélection équipe de France en même temps que Laurent Blanc et Didier Deschamps. Ouais. Ouais. Le renouveau. Ouais, exactement. Et il y avait encore, par contre, il y avait Luis Fernandez, il y avait Hmm. Tigana, Baptiston, Bat, Casten Dutch. Je me rappelle, hein, ça, c'est des choses que tu oublies pas. Et on me met titulaire pour ce match-là contre Cascarino. Donc que j'avais. Donc après, je connaissais parce que je connaissais le joueur, plus les matchs quand il est venu à Marseille. Et on m'a dit, ouais, il m'a dit, oh, ça va être du costaud, c'est physique et tout. J'ai dit, mais moi, j'adore ça. J'adore. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait un très, très, très bon match. Et on préparait l'Écosse. On Ouais. préparait l'Écosse parce qu'il y avait Modjoston. Je crois qu'après, on a joué contre l'Écosse pour la qualification. Et je crois qu'on a perdu, hein. On a perdu 2-0, je crois, hein, il me Ouais, semble, hein. ouais, C'est je me ça? souviens une ambiance de fou, quoi. C'était assourdissant dans Terrible. le stade. Ah, terrible, terrible, terrible. Et après, tant que ça a été Michel Platini, ça s'est bien passé. Aimé Jacquet a repris. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est un peu surprenant parce qu'effectivement, tu fais vraiment faire partie de cette équipe qui part pour l'Euro 92. C'est quoi cette souvenir de cette année-là, justement, qui va pré-Euro, là, tous les matchs qui se succèdent pour préparer l'Euro 92, Bah, cette qualification? bah, Une équipe invincible, hein. c'est ça, c'est des super souvenirs parce que on gagnait pratiquement tous les matchs. Et donc, on était dans une bonne dynamique avec une bonne préparation pour justement faire cet Euro. Et on a carrément raté cet Euro en Suède, quoi. Et alors nous, évidemment, moi, un peu frustré parce que j'ai pas joué. J'étais remplaçant, ce qu'on appelle un peu les coiffeurs. Hmm. Mais bon, en équipe de France, c'est souvent comme ça, hein. T'as l'équipe en gros des titulaires, et puis après on appelle ce qu'on appelle les coiffeurs. Mais bon, les coiffeurs sont aussi importants que ceux qui jouent parce que ça te Ouais. permet de former un groupe et moi ils savaient que bon, que je joue ou que je joue pas, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a raté cet Euro. Et pourtant, on avait l'équipe pour, hein. Et il y avait une Alors, bonne ambiance, hein, parce il y avait, je sais pas, il y avait au moins 7-8 Marseillais qui étaient là, dans, ouais. Oui. dans l'équipe de France. Alors nous, ce qu'on a eu comme retour, on a eu Pardo, bon, qui était pas à l'Euro, mais qui faisait partie du groupe avant, qui se place quelques mois avant. On a eu Casoni, on a eu Gérald Passy, on a eu Vairua aussi. Le retour qu'on a eu de cette compétition, c'est deux choses en tout cas. Et Guillaume, corrige-moi Oui. si j'en oublie, mais premièrement, qu'il y avait un groupe qui était un peu coupé en deux, quoi, parce que tu avais d'un côté les Marseillais qui avaient leur propre kiné, etc., et donc qui étaient un peu mis sur un piédestal. Et deuxièmement, que Platini en avait marre. Alors, Il y en avait un peu Et marre de jouer au troisièmement, sélectionneur. non, et il y a un troisième truc, Bernard Pardo considère que comme il n'était pas là, ça a un peu cassé la dynamique. ouais, ça aussi. Moi, je pense que Bernard Pardo, je pense que ça a été le fer de lance un petit peu de cette équipe. Ouais. Parce qu'il était écouté et alors écouté non seulement sur le terrain mais en dehors du terrain. Hmm. Pour en venir à Michel Platini, moi je pense pas qu'il en avait marre. D'accord. Pour moi pour moi non, c'est pas ça qui a fait la différence. D'accord. Après au niveau des Marseillais, je pense que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Marseillais. Peut-être qu'on les a mis sur un piédestal parce que
alors, je sais pas s'ils avaient gagné le championnat, mais ils avaient gagné le. Bah, c'est l'époque où ils gagnent tout le temps. Ouais. Voilà, C'est les voilà. cinq Gagné années le Donc, d'affilée. Ouais. championnat, en donc, Coupe d'Europe, ils commencent à être puissants aussi. Ouais, donc ils ils avaient arrivent. fait la finale en 91. Ouais. Ils font la finale Voilà, 91, ouais, 92, ils se ratent un peu ouais, et puis ils gagnent en 93. voilà. Donc ils arrivent aussi un peu en star, hein. Ouais. Ouais. Voilà. Et peut-être que vis-à-vis des autres. Alors moi, personnellement, ça m'a pas choqué, ça m'a pas gêné. Mais D'accord. peut-être vis-à-vis de certains, peut-être que ça a gêné d'avoir un kiné seul. De- peut-être qu'ils ont eu peut-être un peu plus de passe droit que d'autres. Ça a peut-être déclenché peut-être une ambiance qui n'était pas l'ambiance pendant les qualifs. Alors, ouais, alors comment est l'ambiance? Est-ce que toi, tu vois pas de différence dans l'ambiance? Ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu cassé? Bah, je pense que l'intégration des joueurs qui ne jouaient pas a été un peu plus difficile D'accord. parce D'accord. que tout compte fait, tu avais deux groupes, les groupes de ceux qui jouaient et deux groupes de ceux qui jouaient pas. Ouais. C'était un peu plus compliqué, ce qu'on n'a pas vu pendant les qualifs. Mais bon, le D'accord. problème c'est que là, tu étais parti quand même 3 semaines avant pour une préparation. T'es pas prêt, tu restes pendant pratiquement encore. Tout compte fait, t'es resté pratiquement un mois ensemble. Ouais, ouais. Donc, au bout d'un mois ensemble, tu vois les qualités et les défauts de chacun, hein. Alors, ce que disait Valbuena, c'est que là où Deschamps est très fort, c'est qu'il arrive à composer un groupe cohérent lors de grandes périodes comme ça. Et peut-être que tu penses, alors je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais est-ce que tu penses que c'est possible que Platini était peut-être meilleur dans tout ce qui est animation offensive, tactique, tout ça, et que peut-être qu'au niveau social, vie du groupe, il était peut-être un peu moins bon parce qu'il était Et quand même assez joueur, je crois qu'il était très proche des joueurs. ah ouais, très proche des joueurs. Moi, je me suis régalé avec lui. Pourtant, pourtant, il faisait attention un petit peu à ça. Il faisait attention un D'accord. petit peu à avoir un groupe vraiment qui est un groupe soudé, pas des joueurs qui jouent pas et qui foutent la merde. D'accord. Donc, je pense pas que ce soit ça. Seulement là, il y a peut-être eu des débordements ou comme je vous dis, il y a peut-être des choses qui ont été acceptées pour certains joueurs et peut-être pas Mm. d'autres. Et comme tu dis, donc bon, un peu de frustration énorme de cet Euro, hein, à la fois je pense dans le groupe, mais c'est vrai aussi des supporters. Et puis c'est pratiquement la fin de tes apparitions en équipe de France, et j'ai l'impression que tu t'expliques pas vraiment ce phénomène. Non, 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 parce que changement de sélectionneur et pourtant j'étais plus performant quand Platini s'arrête et que c'est Aimé Jacquet qui reprend, parce que là je suis à Auxerre, Bah oui. on gagne la Coupe de France, on est champion de France. Je fais des saisons capitaine d'Auxerre, je fais des saisons extraordinaires, pas appelé une fois. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu quelque chose, mais je sais pas. Et D'accord. ça je pense qu'un pour moi c'est le seul regret de ma carrière de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment. Et Et t'as t'as pas jamais eu d'explication. d'explication avec Aimé Jacquet? Ou Non. avec Houillet, parce que c'est Houillet Ah, qui ah, reprend le flambeau pendant un an et demi. Ouais. oui, mais je suis resté avec Houillet parce que moi Ouais. j'ai fini en fin 93. Après c'est Aimé Jacquet. C'est quand Aimé Jacquet reprend Ouais. que là pour moi tout s'arrête. Et t'as jamais eu d'explication, alors que toi, tu as fait Non, vraiment partie du sérail, entre guillemets. Hein. Tu étais en junior, tu étais en espoir, tu étais en A', tu étais en c'est A. ça, c'est ça. Et puis ça se termine, ta dernière section est en 92. Tu es t'es encore tout jeune. Hein. Bien sûr, Tu as bien sûr, 28 ans. Tu es bien sûr. au pic de ta carrière, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Mais non, j'ai pas eu l'occasion, hein, aussi de voir Aimé pour en parler avec lui. Mais c'est vrai que c'est vraiment le regret, le regret. Puis bon, tous les gens qui sont autour de moi me disent mais il y a dû y avoir quelque chose, c'est pas possible. Mm. Oui, parce Est-ce que qu'il y a eu... c'est pas comme si l'équipe, enfin, il y avait des bons défenseurs, hein, mais Bien effectivement, sûr, il y a bien sûr. mais bon, c'était pas, il y avait pas tant de défenseurs centraux que ça, en plus, honnêtement, dans les équipes d'Aimé Jacquet, il restait quand même assez fidèle sur peu de joueurs. Donc, il y Mais avait quand même de la place, quoi. Mais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, je sais pas. Ah bon. Et t'as une théorie, je sais pas, t'as d'autres joueurs qui t'ont dit, ou t'as peut-être eu des oui-dire, j'en sais rien. Tu dois quand même avoir une petite idée où vraiment t'es dans l'inconnu total. Non, même mes coéquipiers qui étaient à Auxerre hmm. me disent mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Vu les saisons que tu fais, t'es capitaine de la G Auxerre, on est pratiquement en Coupe d'Europe chaque année. Ouais. Ouais. Tu gagnes deux Coupes de France, tu gagnes le championnat de France. En plus, je suis en charnière centrale avec Laurent Blanc. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis mais attends, pourquoi pas essayer Franck Sylvestre et Laurent Blanc, ils jouent ensemble. Ouais.
Non, non, Et là, pour le coup, tu fais pas un article dans le non. courrier du Dans Jura ou un truc comme ça, ou dans le. Besançon Hebdo. Ouais. Non, 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 parce que je me dis, je sais pas, je sais pas. Là, tu penses que la roue va tourner, mais à mon avis, et t'espérais, toi, à chaque fois, t'espérais être nommé, à chaque fois, c'est une déception. Comment tu vis le. Bah, au bout d'un moment, t'y penses même plus. D'accord. T'y penses un moment, mais au bout d'un moment, tu sais que si là, s'il t'appelle pas par rapport à ce que t'as fait, bah, c'est C'est bon. bon, c'est pas la peine, quoi. D'accord. Ça doit être super frustrant. Enfin, évidemment, c'est une palissade ce que je viens de dire, hein, mais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est frustrant, hein, c'est frustrant de pas savoir exactement pourquoi j'ai pas été sélectionné alors que tout se passait bien. Ah ouais, ça me paraît, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, juste pour en Et- revenir à 92, hein, juste parce que toi, tu commences comme numéro 10, tu disais quand t'étais petit. Ouais. Et quand tu apprends que c'est Platini, le nouveau sélectionneur, moi, je me mets à ta place. Moi, j'aurais été comme un enfant dans un magasin de bonbons, quoi. J'aurais été Ah comme ouais. un fou. Ah ben moi, Comment. c'était pareil. Ouais, Moi, c'était pareil. Notre époque à nous, c'est Michel Platini, numéro 10. C'est, moi, Michel Platini, sélectionneur, c'était pour moi, ouais, je me suis dit, puis ouais, si un jour je suis appelé par Michel Platini en équipe de France, c'est génial. Et bon, ça s'est concrétisé. Et puis il était, comment dirais-je, il était sélectionneur, mais il était encore joueur. ouais, c'est ça. Il paraît-il qu'il aimait vraiment, il participait aux entraînements de manière Euh, un peu très, très et- joueuse. exactement, exactement. Donc, non, c'était franchement, ça a été un kiff, hein. Ouais. Ça a été un kiff, hein. Est-ce que tu joues aux cartes avec lui aussi? Parce qu'il paraît qu'il est très mauvais Non, perdant. ouais, ouais, non, 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 non. Ouais, ouais, je suis pas, ouais, bon, j'ai entendu un peu comment dire, pas des bagarres, hein, mais il Des était pas disputes. contre, ouais, des disputes. Ouais. Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, les jeux de cartes, ouais, dans les bus et tout. Hop, 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 hop. Ah non, c'est pas pour moi, ça. Allez, battez-vous si vous voulez, mais moi, c'est pas pour moi. Ah, parce que Bernard Pardo nous avait raconté une anecdote assez marrante, comme quoi Platini lui devait de l'argent. Ah, Il lui dit, bah écoute, je vais te filer, donne-moi un bout de papier, je te signe un autographe et tu te rembourses 2 fois, un truc comme ça. Je me souviens plus ah ouais. exactement, mais c'était un peu un truc dans le genre. Donc, énormément de frustration là sur l'équipe de France et sur les Bleus parce que tu démarres une dynamique et elle finit un peu n'importe où. En revanche, c'est aussi le moment où tu arrives à signer à Auxerre. Oui. Est-ce que tu avais d'autres choix au moment où tu signes à Auxerre ou c'était le choix numéro un? Non, c'était pas le choix numéro un. D'accord. Comme je voulais partir de Sochaux, alors je vais pas te dire que je voulais signer n'importe où, mais il Non. fallait trouver l'endroit où je pourrais m'exprimer et surtout de savoir quel poste va se libérer. Donc, le poste s'est libéré parce que Prunier est parti à Marseille Ouais. et Giroud m'a contacté personnellement. Voilà. Il m'a dit, moi, je voudrais bien t'avoir l'année prochaine, il faut qu'on se voit, machin, ceci, cela. J'ai dit, OK, pas de problème. Donc, il m'a donné rendez-vous à Dijon. Bon, Dijon-Sochaux, ça faisait la moitié de la route pour tous les deux. Je lui ai dit, quoi, je voulais pas que je vous paye votre essence. Il m'a dit non. Mais Et il me donne rendez-vous à Dijon. On va manger dans un restaurant. Bonjour, ça va? Oui, ça va, machin, ceci, cela. La première des choses qu'il me dit, il me dit, qu'est-ce que tu veux boire? J'attendais. Mais si je lui demande un verre de vin, il va me dire, papa, 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 papa. Moi, j'ai dit de l'eau. Deuxième question, ta vie de famille, marié. Il me dit, écoute, waouh. demain, Bienvenue chez nous. voilà, demain, j'appelle Sochaux, on s'arrange, et puis tu viens chez nous. Tu seras chez nous. Là, on a mangé, on a parlé de plein de choses, mais on a pu parler de ça. C'était fini. C'était les deux Et alors, questions qui l'intéressaient C'est- sur ton sérieux. Tu C'était, bois pas voilà, d'alcool et tu voilà. as une vie familiale stable. Exactement, exactement. tu parlais d'un gros contrat avant, c'est quand même pas à Auxerre, j'imagine que tu as dû faire le contrat du Non, siècle. non. Ah non, 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 ça c'est, non, non. Évidemment, si j'étais parti à Marseille, à la place de Basile Boli, évidemment, ça aurait été un autre contrat. Mais Hmm. il faut savoir, il faut savoir des fois redescendre pour pouvoir rebondir un peu plus haut. Ouais. En sachant que Coxer avait quand même une équipe très compétitive, parce qu'on avait quand Bah même ouais. L'équipe des c'est joueurs. l'âge d'or de Dossard. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, on va faire 2, 3 ans.
Et puis, on va rebondir ailleurs, mais on va rebondir ailleurs dans une grosse écurie. Et tout compte fait, je suis resté 5 ans. Ouais. Mais, Mais t'as gagné des tonnes de titres. mais j'ai gagné des tonnes de titres. J'ai fait la Ligue des Champions. On a fait la Coupe d'Europe chaque année. On a gagné 2 Coupes de France. On a gagné le championnat. Et avec un groupe extraordinaire. 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 Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs à Auxerre? Bah, mes meilleurs souvenirs à Auxerre, bah, je vais dire déjà, c'est la première Coupe de France de gagner. Après, il y a évidemment le championnat. Parce que le championnat, gagner un championnat de France, Auxerre, j'aurais jamais cru. Comme Montpellier d'ailleurs. Donc, Ouais. ça, c'était, et puis surtout le groupe. Surtout le groupe, parce qu'on avait un groupe, on s'entendait tous bien. Tous les matchs de Coupe de France, après les matchs de Coupe de France, on était tous dehors. On était tous dehors. Tout le monde participait. On allait sur Paris, tout le monde allait sur Paris. Même si Giroud était au courant. Le lendemain, on savait qu'il allait le savoir. Mais même si on allait prendre l'autoroute à 45 km, on allait jusqu'à Sens pour prendre l'autoroute. Le lendemain, il savait encore qu'on était à Paris. Mais c'était ah ouais non non c'était phénoménal hein, c'était phénoménal. Hein. Mais on avait vraiment on avait un groupe extraordinaire. Franchement, on s'entendait tous bien. Ah non. Ah, c'est ce qui fait pour moi, c'est ce qui fait la force d'une équipe. Et c'est qui tes gars sûrs à ce moment-là? Bah, il y avait Corentin Martins, il y avait après il y a eu Sabri Lamouchi, Diomed, Lasland, tout le monde avait sa partition. Il y en avait un qui mettait l'ambiance, l'autre qui disait des conneries, l'autre qui était sérieux, voilà. Et Et tout le toi, monde. c'était quoi ton rôle dans Bah, cette partition? moi, j'arrivais un petit peu en tant que grand frère, si on peut dire ça comme ça, parce que la plupart des joueurs qui étaient à Auxerre, c'était des joueurs qui ont été formés Ouais. au centre de Ah ouais, formation. tous les Moi, mecs de la j'arrive, pyramide. voilà, moi, j'arrive de l'extérieur, donc il y avait un regard différent. Donc, quand je suis arrivé, c'était plus pour donner des bons conseils. Voilà, c'était Et plus, alors, Un plus peu ça. le grand frère, un peu le grand Ouais, frère. un peu. alors toi, tu dois avoir un point de vue intéressant parce qu'on a eu d'anciens Auxerrois qui, eux, on a eu Vairua, on a eu On a eu Prunier et Corentin Martins, Martins. qui ont tous Mhm. fait leur vraiment qui sont arrivés là-bas très très jeunes. Toi, tu dois voir ça d'un œil un peu différent. Tu as été à Sochaux, donc tu es un peu plus âgé. Est-ce qu'il y a des choses qui te font halluciner, notamment par rapport à Giroud? Je sais pas, peut-être que tu vois des trucs que Giroud se permet de dire ou une sorte de discipline qui te paraît quand même, je sais pas, peut-être excessive. Est-ce que toi, tu vois ça avec un œil un peu, tu dois avoir un œil un petit peu différent dans le groupe? Justement, tu parlais de grands frères. Est-ce que tu as des trucs qui te surprennent un petit peu? Bah, avec Giroud, tout me surprenait parce Ah oui. que bah il faisait des trucs des fois tu te disais mais le gars il va venir chez toi mais tu sais même pas qu'il va venir chez toi. Moi il est venu chez moi pour savoir si je portais pas des cartons pendant mon déménagement. Ah ouais. Ça allait à ce niveau de détail, vous, vendeur. Ah ouais, attention, n'oubliez pas de payer vos impôts. Il te mettait ça au bureau. Ah non non non, il y a eu bah, moi j'ai vu des trucs. J'ai dit mais il est sérieux lui. Oh il nous prenait pour ses enfants. Ouais. Ouais. Il Et nous alors prenait toi, pour ses tu trouvais enfants. ça attendrissant? Tu trouvais ça insupportable ou tu Ah trouvais non, non, ça peut-être non, encore autre chose? marrant. Moi, je trouve ça marrant. Moi, je trouve ça Ouais. marrant. Parce que eux, la plupart du vestiaire, ça les choquait pas. Moi, ça me choquait, mais je rigolais. Je dis, mais il est sérieux, lui? Ah ouais, non, c'était choquant, hein. C'était choquant, hein. Mais, moi, j'ai trouvé ça que ça partait d'un bon sentiment. Ouais. Même quand on partait en voiture, parce qu'on prenait la voiture pour aller en forêt, attention, il y a les flics qui sont là. J'ai envoyé un message à tout le monde. Attention, les flics sont là. Mais par contre, il y avait rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que pendant les 5 ans que j'ai passé à Auxerre, Ouais. c'était que des répétitions. Toutes les semaines, exactement les mêmes choses. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, T'arrivais tactiquement, c'était pas extraordinaire. Ouais. le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu savais ce que tu allais faire. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Ouais. Ouais, c'est C'était, ce que disait la prune aussi, hein, que c'était qu'au bout d'un moment il en pouvait plus. C'était quand même tout ah, le temps la même chose. bah, surtout quand tu passes encore la prune, il a passé plus de temps que moi. Moi, j'ai passé 5 ans. Ouais. Ah ouais, les contrôles passent, les centres, machin, le match le mercredi. Pouf. Ah non, c'était. Et puis bon, dans ce qu'il était fort, c'était surtout les préparations de match. Tu partais la veille, chacun avait sa chambre individuelle.
Tu revenais après le match à 11h30, tu étais chez toi. Ouais, parce que vous Parce aviez que votre avion, c'est ça? il y avait les 2 avions de Bourgoin, donc deux Falcon. Allez hop, il attendait même pas que la tour lui dit décoller, que je l'avais déjà décollé. Donc dans la récupération, c'était quelqu'un qui était voilà. Et puis en plus, après chaque match à domicile, tu étais obligé de manger au stade. Et c'était repas diététique, hein. Et c'était obligatoire, hein. Tu rentrais pas chez toi pour aller te bouffer un McDo et des frites, hein. Est-ce qu'il Ah vous non, donnait non. aussi les tisanes? Parce que Joël Batz nous a parlé des petites tisanes que Giroud préparait. Ah ouais, 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 c'est ouais. Ouais, il y avait des tisanes, il y avait des tisanes. Moi, j'ai l'impression qu'il était à l'avance sur pas mal de choses à cette époque-là. T'avais les kinés tous les jeudis, t'avais massage obligatoire, t'avais des fasciathérapeutes. Il mettait tout en œuvre pour qu'on soit bien sur un terrain de football. Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit physiquement. Il fallait qu'on pense qu'au football, qu'à nos matchs. Alors, Tout le reste, fallait que ce soit réglé. alors, opinion impopulaire, hein. Je vais te poser une question, dis-moi si je me trompe. Ouais. Est-ce que il y avait de son côté aussi une bienveillance vis-à-vis de vous en tant qu'homme, en tant que joueur, ou c'était vraiment, il voyait l'intérêt de l'équipe avant l'intérêt personnel des joueurs? Ou est-ce qu'il y avait un conflit entre les deux? Évidemment, il voyait l'intérêt de l'équipe parce que plus l'équipe était bien et plus il allait avoir de bons résultats. Donc lui, évidemment, il parlait toujours de maintien, mais on savait très bien que c'était toujours qu'il fallait qu'il soit dans les 4 premiers. Ouais. Ouais. Après, il avait quand même une sensibilité avec les joueurs qui était quand même. Tu sentais que ça venait vraiment du cœur, quoi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu sentais que ça venait vraiment du cœur. Il y a eu tellement d'histoires au fil des années qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas un côté vente de poulet. Enfin, c'est Corentin Martins qui disait ça lui-même, hein, qui avait ce petit Ouais, côté vente de poulet. On les fait progresser, on les nourrit, on les engraisse et puis ensuite on les revend. ouais. Donc c'est Bah, difficile de voir si c'est vraiment pour l'épanouissement personnel ou pour la pérennité du club. moi, je pense qu'aussi il y a pour la pérennité du club. Et ça, c'est normal. Ça part d'un bon sentiment. Mm. C'est-à-dire que il prend Sabri Lamouchi. Il l'achète 500 000 euros. Il va le revendre 10 millions ou 15 millions d'euros. Mm. C'est tout bénef pour lui. Ouais. C'est tout bénef pour lui. Et il a fait ça avec plein de joueurs. Mais ça, c'est la marque d'Auxerre. C'est la marque de Montpellier. C'est des clubs qui sont obligés de faire ça justement pour vivre. Moi, je trouve que ils forment des joueurs. Alors évidemment, ils les mettent dans les meilleures conditions. Mais au bout d'un moment, s'il y a une offre importante, ils sont obligés de vendre. Tu peux pas garder un joueur. Ouais. Et pour le coup, toi, tu fais quand même, en termes de ville, hein, tu fais Sochaux-Auxerre. Mmh. Donc toi, tu viens quand même de la région parisienne. Tu fais Sochaux-Auxerre. Ouais. Côté, qu'est-ce que tu fais le week-end? Est-ce que tu as une vie trépidante ou c'est une vie familiale Non, tranquille? moi, je suis familial, je suis pépère. Moi, je suis marié depuis 40 ans. Donc, Wow. j'ai 2 enfants. Je suis grand-père 5 fois déjà. Waouh. Ouais. Donc, ouais, 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 ouais. Donc, je suis, Grand-père avec des pecs pareils, c'est pas mal, hein. euh, j'ai 57 ans quand même, hein, ça passe, hein. Ouais. Wow. Donc, non, non, moi, on est vraiment très, très famille et plutôt pépère. Plutôt pépère. D'accord. Mais bon, comme j'avais la famille qui est à Paris, quand j'étais à Auxerre, c'était pas loin. On mettait 1h30 pour aller à Paris. Donc, ça allait. Après, Sochaux, Sochaux, c'est vrai que c'est pas non plus top top, mais moi, j'avais toute ma belle famille, tous mes amis qui sont à Sochaux. D'accord. Donc, ça allait. Évidemment, après, une fois que je suis passé à Montpellier, c'est autre chose, hein. Mm. C'est Ouais. autre chose, hein. Et alors, tu étais aussi avec le regretté Bruno Martini. Alors toi, si toi Ouais. t'étais le grand frère, lui c'était quoi? Lui c'était le grand-père, Ah, lui, c'était comment dire, le sage. le sage. Oh là là, c'était Bruno. Déjà, c'était quelqu'un de très posé, qui était bien éduqué. À un moment, on est à table. Il m'a dit, Franck, est-ce que tu peux me passer un nuage de pain, s'il te plaît? Oh, mais- J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, Bruno? Je te passe le pain, je te passe la corbeille si tu veux. Il y a pas de souci. Ouais, non, Bruno, j'ai joué avec lui à Auxerre, j'ai joué avec lui en équipe de France, Espoir, équipe de France A, et j'ai joué avec lui à Montpellier. Ouais, Et vous étiez c'est très vrai, proches. le pauvre, paix en son âme, hein. Paix à Paix en son son âme. âme. Ouais. Ouais.
C'est la fin de ce premier épisode avec Franck Sylvestre. On se retrouve la semaine prochaine pour une excellente deuxième partie qui va, je pense, vous plaire. Il y aura des anecdotes complètement incroyables. Je ne vous en dis pas plus. On va parler de Montpellier, du Sturm Graz, de son quasi-transfert au Qatar et plein d'autres anecdotes complètement dingues. D'ici là, je vous rappelle, comme toutes les semaines, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube ou encore sur Facebook. On a une communauté avec plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous. Vous pouvez parler des épisodes et des grands moments du football français. Et bien entendu, sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous trouverez des vidéos, tout notre catalogue d'épisodes ainsi que des articles, notamment ceux écrits par Johan Sonek que l'on vous recommande très chaudement. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.